Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence Procléro. Donc nous sommes toujours dans notre cycle de conférences sur le transhumanisme et l'éthique des nouvelles technologies. Certaines conférences sont plus tournées sur la question du transhumanisme, d'autres sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir M. Pierre-Yves Gomez, qui est économiste, docteur en gestion, professeur de stratégie à l'École de management de Lyon, directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises, chercheur, qui anime aussi un réseau de recherche, le GRACE. Voilà, plein de choses, et qui surtout écrit aussi, publie de nombreux ouvrages, certains dont il va certainement vous parler au cours de son intervention. J'ai sollicité Pierre-Yves Gomez parce qu'il a mené une réflexion de fond sur le travail, pas que sur le travail, mais principalement sur le travail pour nous aujourd'hui, et qui fait vraiment de lui un expert de cette question. Nous avions déjà profité d'ailleurs des fruits de ces recherches lors d'une précédente conférence Procléro, ça date déjà de bientôt 3 ans, c'était encore dans les locaux du groupe Mescar, quand nous étions un petit peu moins nombreux qu'aujourd'hui à ces conférences. Et aujourd'hui, je fais à nouveau appel à lui pour nous éclairer dans notre réflexion sur le travail, les nouvelles technologies. C'est une question que tout le monde se pose. Quels seront les impacts des nouvelles technologies sur le travail et sur son organisation. Donc nous sommes très heureux de vous écouter ce matin, Pierre-Yves, et je vous laisse tout de suite la parole. Merci de me recevoir ce matin, et je vais commencer par présenter mes excuses à ceux ou celles qui ont déjà entendu ma conférence, qui vont se dire, certes, la répétition fait partie de la pédagogie, mais peut-être pas à ce point. Alors, c'est intéressant parce que vous avez dit l'impact des nouvelles technologies sur le travail. C'est pas la même chose de poser la question l'impact des nouvelles technologies sur le travail et l'impact des nouvelles technologies sur l'emploi. Petite différence, mais vous allez voir qu'elle est cruciale pour le sujet qui nous concerne. C'est pas la même chose, et c'est précisément la transformation du travail qui nous intéresse, bien davantage que l'évolution de l'emploi, dont on ne sait pas grand-chose, je vous le dis dès le départ, en manière de teasing. On ne sait pas grand-chose sur l'évolution, l'impact des nouvelles technologies sur l'emploi. En revanche, sur le travail, on peut dire un certain nombre de choses. Ce que je vais essayer de vous partager, alors je n'aime pas trop qu'on me présente comme expert, parce que je ne suis pas expert de grand-chose, j'essaie de réfléchir avec les personnes comme vous qui réfléchissent, donc, et de synthétiser ces réflexions. Sur des sujets comme cela, assez prospectifs, ma petite contribution à votre réflexion sur le transhumanisme, c'est de replacer les questions spécifiques des nouvelles technologies dans le système économique d'ensemble. En clair, je crois qu'on doit comprendre aussi l'évolution des technologies en les replaçant dans un système économique qui, lui, ne va pas changer, vous voyez, radicalement du jour au lendemain, et qui va absorber le choc des nouvelles technologies, si choc il y a, qui va absorber, mais il faut connaître son fonctionnement a priori pour comprendre éventuellement et le choc et l'absorption du choc. Je vais donc vous raconter l'histoire du travail depuis 40 ans, pour qu'ensemble, on essaie de comprendre ce que pourrait être l'histoire du travail dans les 20 ans qui viennent, puisque c'est le sujet. Et vous allez voir que mon propos... Alors, dernier point, votre cycle porte sur le transhumanisme.
Et je n'ai aucune prétention à avoir, alors pour le coup, une quelconque expertise sur le transhumanisme, qui est un sujet très compliqué. Ma petite prétention, et donc mon apport pour ce matin, pour qu'on soit d'accord sur le deal, comme on dit, c'est replacer l'impact des nouvelles technologies dans la question générale du travail. Et puis on verra, peut-être à la fin, ce que ça peut signifier sur le transhumanisme. Je vais commencer, alors ça s'appuie sur mon bouquin Intelligence du travail, et alors pour le coup sur les bouquins que je suis en train de préparer et qui va peut-être s'appeler le burn-out du consommateur. Je commence par cette image, qui est une publicité pour le Financial Times, et qui me paraît très significative des représentations culturelles que l'on a aujourd'hui sur l'évolution du travail. Alors, vous voyez, Financial Times, journal qui n'est pas réputé pour son gauchisme extrême. Et pourtant, vous avez... alors d'abord, j'aime beaucoup la dichotomie des couleurs. Hein. Il y a deux espaces, bien délimités par la page, vous voyez, la coupure centrale. D'un côté, un monsieur, on imagine, qui s'amuse dans une piscine ou à la mer. Non, il tombe, je ne sais pas, ski nautique, on voit un palmier, bref. Il semble s'amuser, tomber, il n'a pas de visage. De l'autre côté, une main, sans visage non plus, une main évidemment artificielle. Et entre les deux, et c'est peut-être l'élément le plus significatif pour notre réflexion, un vaporisateur qui fait pchit, je ne sais pas comment dire, entre les deux, et ce pchit-là est supposé expliquer, permettre le lien entre les deux parties de la publicité, en l'occurrence, ils travaillent, they work, you play, vous vous amusez. Ils travaillent, vous vous amusez. Voilà, alors, il ne faut rien en tirer sur le plan intellectuel, mais je pense que c'est intéressant, sur le plan culturel, d'imaginer comment nos représentations sont façonnées par ce genre de, vous voyez, d'images comme ça, qui essaie d'emporter une idée de l'avenir. L'idée de l'avenir, c'est que c'est la partie bleue, le monde paradisiaque de la piscine permanente, et la partie sombre, vous voyez, sévère, qui est la partie orangée, qui est le dur monde du travail. Alors bien sûr, ce qui m'a intéressé, c'est ça. On se dirigerait vers une société où on distingue le travail du loisir. On se dirigerait vers une société où le loisir serait permanent pour les humains parce que les machines travailleraient. Bien sûr, c'est ça. C'est pas tout dans une image de faire des pchits, vous voyez, mais concrètement pour un économiste, ça veut dire quoi? De transformer de la production des machines en loisir pour les humains. Je vais être brutal. Qui paye? Qui achète? Par quel processus les uns peuvent s'amuser et les autres travailler? Comment tout ça, ça se combine? L'économie est une science triste, comme disaient les Américains, c'est-à-dire que c'est très pratique. Donc le pchit ne me suffit pas, vous voyez, pour passer de l'un à l'autre. D'autant que ce pchit peut aussi signifier une disparition de l'homme qui n'a plus de visage, vous voyez, devant la machine. Et ça rejoint vos réflexions sur le transhumanisme. Et puis enfin et surtout, j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait la main disparaît dans le coin gauche. Et on ne sait pas ce qui tient, hein, tout ça. Qui décide? Qui décide de la production? On a l'impression que la main sort de nulle part. Et qu'à elle seule, elle va assurer, vous voyez, l'équilibre et social et économique de notre société sans qu'on se pose la question, mais qui tient la main? Qui la fabrique? Qui la programme? Et qui décide de qu'elle appuie ou non sur le vaporisateur? Bref, il y a de l'humain, non pas seulement dans la piscine, mais de l'autre côté de la page. Donc, qui contrôle la machine? Voilà le point de départ de la réflexion que je vous propose ce matin. Et je vais essayer de bien regarder la montre. Et cette réflexion, je vais la développer en 4 temps,
en d'abord prenant une longue partie, un long temps, pour revenir, pour parler de ce qu'est le travail en économie, de son contenu, de son évolution. Ça sera le premier chapitre. De son évolution dans les organisations, ça sera le second chapitre. De l'impact des technologies sur cette évolution, ça sera le troisième chapitre. Et ça sera ma conclusion, et quatrième chapitre, pour terminer en nous posant la question, alors donc c'est quoi ce fameux impact attendu des technologies sur le travail et sur l'emploi? 4 chapitres, une longue partie descriptive du travail, et on terminera sur notre question d'impact et de prospective. Alors, première partie, l'économie en trompe-l'œil, alors pour faire bien l'équilibre du compromis fordien, mon Dieu. L'économie en trompe-l'œil. Je vais commencer par une affirmation qui vous rappellera vos cours d'économie, et si les anciens étudiants, ce qu'on ne cesse de dire en économie, première leçon, premier jour, c'est le travail qui crée la richesse. C'est le travail qui crée la richesse. C'est-à-dire que la richesse économique, on ne sait pas l'évaluer en dehors du travail. Le prix de cette richesse, vous voyez, son prix social, dépend du marché, évidemment, dépend des échanges. Mais fondamentalement, c'est le travail humain qui crée la richesse. Parce que le travail, ce n'est pas simplement de la production, c'est de la société. Quand on travaille, on fabrique des produits, mais on fabrique aussi l'usage du produit. L'usage, il ne vient pas de soi. L'usage d'un livre suppose qu'il y a une culture, qu'il y a des gens qui savent lire, il y a tout un contexte social qui permet de donner du sens au travail, mais aussi du contenu au travail. Donc, travailler, ce n'est pas produire. Travailler, c'est non seulement réaliser un objet, en ce sens produire, mais c'est aussi produire le sens qui permet l'usage du produit. Je ne suis pas trop un télo... Oui, ça va? C'est deux choses en même temps. Et pour qu'il y ait, donc, je produis cet objet, je produis le sens de cet objet, pour qu'il y ait production du sens, il faut qu'il y ait une définition de son utilité. Donc travailler, c'est rendre utile. Travailler, c'est rendre utile un objet. Cette dimension est essentielle parce qu'on peut affirmer que la publicité précédente est fausse, les machines ne travaillent pas. Les machines produisent, mais elles ne travaillent pas. Ce ne sont pas les machines qui déterminent le sens des objets que nous utilisons. Les machines peuvent mettre à disposition, elles peuvent contribuer à ce qu'on travaille plus vite, plus intensément, de manière plus productive, que nous travaillons de manière plus productive. Elles peuvent nous aider à trouver des nouveaux sens au travail, mais la machine produit. C'est donc une des dimensions de l'activité économique qui consiste non seulement à produire, mais à travailler. Exemple facile, enfin, je veux dire, de bon sens, une pelleteuse produit, mais elle ne travaille pas. Il viendra à l'esprit de personne de dire « ma pelleteuse travaille ». Elle aide à produire le travailleur qui, non seulement l'anime, mais aussi l'ingénieur qui a décidé que le trou de se creuser ici, parce qu'il y aura une route, que cette route est importante. Vous voyez, c'est dans un tout qui donne sens à l'activité de production que se situe cette activité de production de la machine. Donc, j'avais promis que je dédramatiserais un certain nombre peut-être d'angoisse que vous n'avez pas, hein, mais d'angoisse du public. Arrêtons de dire que le travail humain va être remplacé par la machine, ça n'a aucun sens. En économie, il y a travail que parce qu'il y a une utilité sociale, donc le travail ne sera jamais qu'humain. Que l'emploi soit détruit, c'est autre chose, on va y revenir. Que le travail soit radicalement changé, ça c'est vrai, on va y revenir. La façon de travailler est changée, mais que le travail soit remplacé, ça c'est sûrement pas. Et jusqu'à la fin des sociétés humaines, il y aura du travail. Donc c'est le travail qui crée la richesse. Mais qu'est-ce que c'est que le travail? Deuxième constat d'économiste, hein. Le travail c'est tout ça. C'est d'abord, et je dirais essentiellement pour la survie d'une société, le travail domestique. Et le travail domestique, c'est l'activité dans la domus, la maison,
Économie vient du grec oikos nomos, comment régir sa maison, parce que pendant des millénaires, le travail n'était que domestique. Le travail à la ferme est un travail domestique, le travail agricole est un travail domestique. Il y a une maison, et les personnes qui travaillent dans leur maison produisent et produisaient, et très largement en autarcie. La première massive, le premier espace de travail, c'est la maison, c'est le travail domestique, qui consiste à faire en sorte que la maison, d'abord, se nourrir, c'est quand même une activité humaine absolument indispensable, donc préparer toute une activité autour du repas et de la nourriture, c'est la salubrité, faire en sorte que la maison ne soit pas une source de contamination pour soi-même et pour les autres. Ça, on pense toujours, hein, laver les sols, quoi, en gros. Mais c'est aussi éduquer les enfants, puisque une société perdure parce qu'il y a une dimension éducative très importante qui est très largement encore une dimension liée à un travail domestique. Et si vous avez un doute, qu'est-ce qu'on entend dire lorsque l'éducation nationale a des problèmes de gestion des enfants aujourd'hui? On dit c'est les familles qui ne font pas leur boulot. Et oui, parce que si les familles ne font pas leur boulot, leur travail domestique éducatif, tout sera reporté sur du travail, on va le voir, salarié, là, du travail en partie rouge, et c'est ingérable sur le plan social. C'est impossible. Il faut que ce travail soit pris en charge, parce qu'on ne sait pas faire, pour des raisons sociales et économiques. Donc ce n'est pas juste l'importance de la famille sur le plan moral, sur le plan anthropologique et philosophique. C'est que même sur le plan économique, ce n'est pas possible d'imaginer une éducation de l'ensemble de la population sans tenir compte du travail domestique. Donc, travail domestique. Alors ça, on ne sait pas le comptabiliser. Deuxième travail, travail associatif. C'est le travail que l'on décide de faire avec d'autres, dans le cas d'une association, en s'associant aux autres. C'est en France 12 millions de bénévoles, un peu moins de 1 million d'équivalents plein temps. Parmi ces 12 millions, les 2 tiers sont des retraités. Et c'est à peu près 19% du PIB. Ça, on sait le comptabiliser. C'est 19% du PIB. L'équivalent, hein, 19% du PIB. Donc, c'est pas un détail. Une grande partie de notre production culturelle, bien sûr, mais en termes de santé, d'hygiène, de santé et d'éducation, dépend du travail associatif, du travail que nous réalisons dans nos associations. Deuxième type de travail. Troisième type de travail, le travail collaboratif. C'est le travail qu'on est conduit à faire en collaborant avec des voisins, voilà, vous habitez un immeuble et vous décidez ensemble de collaborer pour repeindre la cage d'escalier. C'est un travail qui n'est pas associatif, il n'y a pas d'association, mais on collabore et on décide de se donner un projet. Ça, on ne sait pas du tout le comptabiliser, vous allez voir que ça va avoir une conséquence très importante sur notre réflexion. Quatrième travail, le travail du consommateur ou du client. C'est le travail que nous réalisons lorsque nous achetons un bien, mais il faut que nous produisions une partie, enfin, que nous réalisions une partie de la production. Je donne un exemple, c'est plus simple. Alors, je donne l'exemple traditionnel que vous avez peut-être déjà entendu. Mon papa avait une Dauphine et quand nous allions en vacances, il s'arrêtait à la station-service et il demandait au pompiste qui venait à la fenêtre du conducteur le plein. Et le pompiste s'ouvrait, remplissait, et puis se faisait payer mon père. Son fils, on va dire 50 ans plus tard, s'arrête à la station-service, descend de la voiture, met sa carte bleue, son code, demande à la banque si elle est d'accord pour payer, donc transaction financière, prend évidemment l'appareil, remplit, se lave les mains après parce que ça sent là, repose, refait son code, bref, et s'en va. Il n'y a plus de pompiste. L'essence est plus chère. Il n'y a plus de pompiste. C'est-à-dire que le fils a non seulement la production est la même, mais elle est réalisée de façon totalement différente. Nous internalisons une partie de la production. C'est ce qu'on appelle le travail du consommateur. Alors, pendant longtemps, l'exemple canonique, c'était Ikea. Au lieu d'acheter un meuble, je construis mon meuble, donc je le monte
4 étages, c'est un ascenseur, et puis après je le monte au sens... voilà. Donc une partie de la production est internalisée par le client, c'était le génie d'IKEA. Mais aujourd'hui, vous prenez un billet SNCF, vous faites le travail d'un guichetier. Et puis depuis l'année dernière, glorieusement, vous remplissez vos feuilles d'impôt vous-même, et directement, vous faites même le travail du fonctionnaire que vos impôts permettent de payer, bien sûr. Ça, ce travail du consommateur, vous allez voir que là aussi, c'est une dimension très importante pour comprendre l'évolution du travail. On ne sait pas le comptabiliser. J'en viens à la partie rouge. Travail indépendant, travail salarié. Indépendant, c'est à peu près 11% de cette partie rouge. Et le travail salarié, c'est donc 89%. Ces types de travaux ont la particularité de donner lieu à une rémunération, parce que vous avez compris que les 4 premiers ne donnent pas lieu à rémunération, et les 2 autres donnent lieu à une rémunération. C'est la différence entre eux. Mais voilà le point essentiel sur lequel je voudrais insister pour comprendre la suite de l'histoire. Parce qu'on ne comprend pas ce qui va se passer sur le travail si on ne comprend pas la totalité, si on ne déploie pas notre travail dans sa totalité. On a calculé que sur une vie humaine, la partie rouge, c'est à peu près 14%. Et sur une vie active, c'est 50-50. C'est-à-dire que si on fait la somme de tous nos travaux non rémunérés et qu'on compare avec les travaux rémunérés, en temps de travail, c'est à peu près 50-50 en moyenne, bien sûr. Vous êtes peut-être de ceux qui travaillent, sans doute d'ailleurs, davantage dans la partie rouge, mais en moyenne, pour la population, c'est 50-50. Donc ce n'est pas un petit détail, ce que je vous raconte, c'est pas, tiens, vous savez, n'oubliez pas qu'il y a le travail associatif, c'est important. Non, c'est extrêmement important pour que la société fonctionne, l'économie réelle fonctionne, sans quoi tout se bloque. S'il n'y a pas le domestique, l'associatif, le collaboratif et le travail du client, tout se bloque. Mais ce n'est pas un détail non plus en termes de temps. Le travail donc non rémunéré donne lieu à une consommation dite non marchande, c'est-à-dire une consommation immédiate. L'éducation des enfants, c'est une consommation immédiate de l'éducation. Ça ne passe pas par un marché, si vous voulez. Et comme vous l'aurez compris, le travail rémunéré donne lieu à une rémunération, un salaire, un revenu, et à une consommation marchande. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas consommer ce que je produis, la fameuse division du travail. Je vais produire des voitures, grâce à quoi j'aurai un salaire, et je pourrai acheter des biens que je ne produis pas, et même des voitures que je produis. Ça va ? Bon. Ça, c'est vrai pour toute économie. Les économies dites développées ont développé en fait la partie rouge par rapport à la partie grise. Dans les économies dites en développement, la partie grise est très importante, et plus importante que la partie rouge. Il y a un travail domestique extrêmement important, et qui donne lieu à une consommation, encore une fois. C'est pas du temps perdu, c'est pas du loisir. Hein. C'est pour ça que, vous voyez, notre image tout à l'heure entre travail et loisir, c'est pas tout à fait ça, la discrimination que je vous propose en 2 couleurs. C'est travail rémunéré, travail non rémunéré, et ça c'est notre vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de loisir, mais c'est pas mon sujet ici. C'est cette forme de travail. Alors, vous pouvez me dire, en tout cas je vais le dire pour vous, mais pourquoi, dans ce cas, on appelle travail que la partie rouge? Si je vous demande quel est votre travail, je doute que vous me disiez, effectivement, je suis dans l'association, machin, puis voilà, je fonds, Procléro. Ah oui, je suis aussi directeur financier d'une entreprise, j'avais oublié ce truc, c'est un détail. Je crains que ce soit plutôt de l'autre sens. C'est-à-dire que dans les repas mondains, on va dire, je suis directeur financier, et on va oublier que je pratique aussi le travail domestique, qui est très important. J'éduque mes enfants, je participe à la vie de ma maison, et c'est même central dans mon existence. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est arrivé à penser que la richesse économique visible, c'est uniquement la partie rouge, et qu'il y aurait une richesse comme ça invisible? Vous avez entendu ce que j'ai dit, richesse. Il y a une création de valeur. Dans la partie grise, la seule chose qu'on sait évaluer en économie, c'est le travail associatif. Je vous ai dit 19% du PIB. Pourquoi on est arrivé à dire que seul le travail
que le travail, la partie rouge, c'est le travail, c'est la seule dimension de notre travail. Et tout tient dans la flèche qui est apparue pendant que je parlais. Je la refais plusieurs fois parce que vous voyez, tout tient à cette flèche. Et ce qu'on a appelé le compromis fordien après la guerre de 1945, au moment où les sociétés occidentales ont été placées devant l'évidence de la barbarie qu'elles avaient elles-mêmes générée. Il y a eu une sorte de grand élan humaniste, je ne sais pas comment le qualifier, qui a conduit à imaginer des sociétés pour lesquelles le travail rémunéré serait suffisant pour pouvoir assurer le financement de tout notre travail. Ça a été l'accroissement des salaires, du pouvoir d'achat, comme on dit. Le pouvoir d'achat, c'est pouvoir acheter des biens que je ne produis pas. Et le grand élan de civilisation, très beau, qui commence après la guerre, c'est pour ça que je parle de compromis fordien, c'est comme ça que les économistes l'appellent, le compromis fordien, c'est d'imaginer une société très civilisée, grâce à laquelle le travail salarié, pour faire simple, je veux dire salarié, travail professionnel, est suffisant, enfin les revenus du travail professionnel sont suffisants pour rémunérer l'ensemble du travail, c'est-à-dire pouvoir éduquer les enfants, pouvoir avoir un travail associatif, etc. À tel point qu'on a fini par appeler travail que cette partie-là. Vous voyez pourquoi? Elle est déterminante pour la vie sociale de chacun d'entre nous. Parce que c'est le travail qui détermine les revenus qui permettent de financer l'ensemble du travail. Et à tel point qu'on a même fait disparaître celle-ci. Et qu'il faut passer un quart d'heure pour rappeler cette évidence que nous vivons tous les jours, que notre travail ne se limite pas à notre travail professionnel. Et je vous invite vraiment, si vous n'avez jamais pensé, à regarder votre journée ou votre semaine, à voir la quantité de choses que l'on fait en dehors du travail professionnel, et heureusement pour la vie sociale. Donc on a fait disparaître, on a fini par appeler PIB que la partie rémunérée du travail. Mais encore une fois, vous voyez, dans la logique que cette partie rémunérée finançait tout le reste. En clair, qu'on pouvait vivre grâce à ses revenus du travail, grâce au salaire, que le salaire était suffisant pour pouvoir vivre, comme on dit, c'est-à-dire assurer toutes les autres dimensions de l'activité humaine. Je reviens un instant en arrière pour vous faire remarquer, puisqu'on va petit à petit nous diriger vers la question de la technologie, que cette transformation, donc, qui a commencé dans les années 45 et qui s'est terminée dans les années 80, cette transformation de notre espace social qui a été gigantesque. Nous, on s'inquiète de transformation du travail aujourd'hui, mais c'est rien. C'est idiot de dire ça. Vous voyez, mais mettons-le en perspective historique, ce qui s'est passé en 1945, c'est une transformation radicale du travail. Et par parenthèse, ce qui s'était passé avec l'exode rural, c'était une transformation radicale du travail déjà. Mais pour en rester cette transformation-là, celle dont je parle, entre 1945 et 1975, si elle a pu avoir lieu, notez-le, c'est parce qu'on a utilisé énormément de technologies pour libérer les activités domestiques. Il y a eu une révolution technologique dans les années 45-50, c'est qu'en fait le travail domestique qui était extrêmement consommateur de travail direct, humain direct, a été mécanisé. C'est la machine à laver, très important la machine à laver, dans l'histoire de l'économique. La machine à laver, c'est les appareils domestiques, révolution technologique dans les maisons, qui a libéré de la force de travail, qui est allée travailler dans les usines. Donc vous voyez, on a déjà assisté à une énorme révolution technologique qui a très fortement transformé les rapports sociaux, les rapports hommes-femmes et les rapports parents-enfants. Parce que les parents sont mis à travailler, les deux, vous voyez que le système éducatif a dû changer. C'est clair ce que je dis? Vous voyez, votre réflexion sur les transformations futures du travail, je vous invite à la placer en regard des réflexions ou des constats sur les transformations passées du travail, qui ont déjà été dues à la technologie. Alors, vous connaissez tous le fameux slogan Moulinex libère la femme, qui a tellement fait hurler les féministes, mais qui est très signifiant. J'aurais pu commencer il y a 50 ans par cette publicité-là.
Parce que Moulinex libère la femme, pourquoi? Parce que Moulinex produit des robots mixeurs qui permettent à la femme de faire plus vite sa soupe, grâce à quoi elle peut aller à l'usine Moulinex, où elle fabrique des robots mixeurs, qu'elle pourra acheter à la fin du mois pour pouvoir faire sa soupe, etc. Donc, cette nouvelle économie qui a sa puissance, et notamment sa puissance civilisatrice, parce que ça veut dire que plus notre consommation dépend de revenus, plus on n'est pas lié à ce qu'on produit. Bon, cette évolution a déjà eu lieu dans le passé. Donc, nous allons assister à une nouvelle évolution, et avec ses conséquences propres. Voilà, disparition de la dimension extra-professionnelle et confusion courante entre travail et travail professionnel. Deuxième chapitre, deuxième étape. Je pourrais à ce moment-là vous dire, regardons ce que la technologie va changer à cette nouvelle configuration. Eh bien, je ne fais pas ça. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu la conférence, vous savez pourquoi, quant à l'histoire des organisations, mais j'ai maintenu pour cette conférence cette logique, parce que je crois qu'il faut comprendre, y compris la révolution technologique, comme une conséquence d'une transformation du travail qui a eu lieu avant même la révolution technologique digitale. Je m'explique. Épisode précédent, et cette partie devient très importante, c'est l'économie, au point que c'est tout le PIB, etc. Pourquoi les humains que nous sommes avons accepté d'aller travailler contre un revenu au lieu de travailler librement à la maison, avec des amis en association ou en collaborant? Pourquoi on a accepté cette servitude finalement? Et je dis intentionnellement servitude, parce que servitude avec la dimension de service, mais aussi d'asservissement aux règles de l'organisation, une logique qui n'est pas une logique de l'autonomie personnelle. Pourquoi on a accepté ça? Pourquoi on a accepté à un temps l'exode rural? Vous connaissez la réponse, c'est que cette perte d'autonomie, donc cette autonomie, je vais la définir comme ça, la perte de notre capacité à définir nous-mêmes le sens de notre travail, a été compensée par la sécurité du travail, par la sécurité du revenu. C'est du travail, vous voyez, je me mords la langue d'avoir dit ça, parce que le travail il est tellement plus large que le travail professionnel. Mais la sécurité du revenu, qui peut se traduire par une sécurité de l'emploi. De l'emploi. Emploi veut dire travail professionnel. Vous voyez? Donc pourquoi on a accepté cette perte d'autonomie signifiant, il n'est pas possible que je définisse tout seul, moi-même, le sens de mon travail. Je suis dépendant nécessairement de l'organisation qui organise ce sens, de mes collaborateurs, des autres. C'est clair, vous voyez, je ne dis pas qu'on est écrasé dans les organisations, que ça n'a plus de sens. Je dis que, par construction de l'organisation, c'est l'organisation qui organise le travail, enfin, qui organise l'activité. Et donc, je suis en dépendance. Ça s'appelle d'ailleurs un contrat de subordination. Je suis subordonné. C'est bien, voilà. Si on a accepté, c'est en échange de la sécurité. Et effectivement, on peut voir que, au fur et à mesure que les organisations se sont développées, on a assisté à une diminution de la capacité qu'avait chaque travailleur à définir le sens de son travail personnel. Première étape, la mécanisation. La mécanisation, ça induit des processus de production tels que vous êtes obligé, évidemment, de travailler relativement à ce processus de production. La technologie induit un travail subordonné à la machine. Alors l'exemple caricatural, c'est Charlie Chaplin, dans les temps modernes, où la machine finit... Vous voyez, vous vous souvenez, cet épisode célébrissime, où la machine finit par absorber le travailleur, parce que c'est elle qui donne le temps, la cadence, le rythme. Mais dès lors qu'il y a un fourneau, dès lors qu'il y a une flotte de bateaux ou d'avions, on est lié à la technologie. La technologie produit toujours de la subordination à l'usage de la technologie. Et si vous vous sentez libre et autonome de votre travail, je vous invite à regarder le flux de mails qui arrive, et c'est le flux technologique de mails qui va vous conduire à organiser vos journées, vos rendez-vous, voilà. Je ne dis pas que c'est lui qui vous contrôle, qui nous contrôle. Je dis que ce serait naïf d'imaginer que je suis totalement autonome, indépendamment de ça.
Donc la technologie, la mécanisation, de manière large, diminue la capacité à définir le sens de son travail tout seul. Deuxième étape, dans les années 50, la mondialisation. La mondialisation, il faudrait dire la globalisation, hein, c'est un processus plus large que le fait que les entreprises travaillent à l'étranger. Ça, c'est vieux comme la route de la soie, enfin, c'est vieux comme l'économie, ça. Le Cro-Magnon, déjà exporté. On a des chemins d'exportation. Ce qui est nouveau, c'est que le processus de production est transnational. C'est-à-dire qu'on peut démarrer la construction d'une voiture en Espagne, une partie des produits sont faits peu importe, en Tunisie, une autre en Chine, etc. Et en combinant tout ça, à un moment donné, il y a une voiture qui apparaît à Valenciennes, la Yaris Toyota, pourquoi je donne cet exemple, et cette voiture, elle semble apparaître à Valenciennes, sauf que 51% des pièces sont françaises, sont fabriquées en France, mais tout le reste est fabriqué dans d'autres pays. Et il y a eu un assemblage de ces pièces à un moment donné qui ne veut pas dire qu'on produit là. Alors je donne l'exemple de la Yaris, parce que vous savez que c'est la voiture réputée être la plus française, dont le taux de pièces françaises est le plus élevé. C'est une voiture japonaise, enfin de marque japonaise. C'est vous dire si c'est plus compliqué que la globalisation, c'est ça. C'est pas ça se fait ailleurs. C'est ça se construit dans un monde qui n'est pas localisé. Alors pourquoi c'est important pour le travail et le travailleur que nous sommes? C'est que le processus est tellement large qu'il échappe à celui qui produit ici et maintenant. En clair, l'ouvrier de Valenciennes, il va monter la machine, mais l'ouvrier espagnol qui a monté, je sais pas, les sièges, lui, il va faire un petit bout, il ne saura jamais ce qui va devenir de ces sièges, et encore moins qui va s'asseoir dedans. Il ne verra jamais le client. Il y a un éloignement de plus en plus grand entre le producteur et le consommateur, et l'usager. Oui. Ça, c'est cette extension de la chaîne de production qui est si caractéristique de l'économie dite globalisée, qui commence dans les années 50, hein, et qui alors explose dans les années 80-90. Troisième étape, la financiarisation. Alors, elle qui est caractéristique des années 80-90, qui commence dès lors que les marchés financiers sont globaux eux-mêmes. Alors, je sais qu'il y a des financiers, donc je vais parler un instant pour eux. La chaîne de production de la finance est devenant globale. Même le résultat, l'évaluation du résultat de chaque entreprise va se faire relativement à une finance qui, elle, est globale. Qui, elle, va comparer une PME, je caricature à peine, une PME parisienne avec éventuellement une PME chinoise pour un private equity. Parce qu'à un moment donné, dans les portefeuilles, je ne dis pas qu'un portefeuille arbitre entre les deux, évidemment, mais vous voyez, mais dans la logique financière, les marchés porteurs, ils vont être plutôt en Chine, plutôt en France, etc. Et donc, le résultat, la performance économique, si tant est qu'elle soit résumée à la performance financière, elle-même se globalise. Et donc, le travailleur de base qui va produire, hein, travailler, c'est produire quelque chose d'utile. Il va produire quelque chose d'utile qui va être évalué, dont le résultat économique va être évalué dans par une énorme machine mondiale qui va comparer toutes les évaluations de production possibles. Ce qui éloigne encore plus le travail du sens. Je suis clair, ça va? Donc, vous voyez, ma flèche s'est déplacée lentement, et ce n'est pas dû aux 5 dernières années. C'est un long processus depuis l'exode rural. Le paysan, il plante, ça pousse, il ramasse, il mange. Donc le sens est immédiat. Hein, je plante des carottes ou pas, et voilà, vous voyez la conséquence immédiate. L'ouvrier de chez Toyota, il est pris dans une logique économique qui rend un peu difficile de prendre sur lui le sens de la Yaris qu'il a. Vous voyez, la relation avec le client qui ne verra jamais, avec les autres producteurs qui ne verra jamais. Donc, éloignement. Donc, un travail de plus en plus abstrait. Un travail qui reste concret hein, pour les personnes qui travaillent, chacun d'entre nous, mais dont l'évaluation est de plus en plus abstraite. D'où ce sentiment de perte de sens, alors qui aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez dans vos entreprises, moi je travaille beaucoup en entreprise, c'est vraiment le leitmotiv aujourd'hui, partout.
et notamment avec les nouvelles générations. C'est vraiment, ça n'a aucun sens, je m'en veux, ça n'a pas de sens, je change d'entreprise. Le sens est au cœur des préoccupations, mais ce n'est pas une sorte de crise morale d'une société fatiguée qui soudain se poserait des questions métaphysiques. C'est fondamentalement lié à l'évolution de notre système économique, qui est un système de subordination généralisée, et ça a été son succès. C'était son succès. Donc, il n'y a aucun jugement, évidemment, négatif dans ce que je dis. C'était son succès de ce magnifique système qui nous permet de manger des fruits de notre continent, de fabriquer des voitures qu'on n'aurait jamais fabriquées localement. Ouais. Mais, conséquence, subordination. Mais, vous allez me dire, heureusement, civilisation. Car cette subordination, elle est ajustée à un degré de sécurité élevé pour les salariés, élevé en termes de revenus, et élevé en termes d'emploi. Eh bien, c'est là où, évidemment, il y a eu un changement dans les années 2000. Flexibilisation, agilité, comme on dit, mais enfin, agilité, ça veut dire incertitude, notamment pour les travailleurs. Changement très rapide de business model, de stratégie, hyper-compétition, comme on théorisait dans les années 90. L'hypercompétition, c'est la stratégie qui consiste à détruire son business model avant que le concurrent ne le détruise pour avoir un coup d'avance. Et donc, construire un nouveau business model, même avant qu'il soit détruit par la concurrence. Ça s'appelait hypercompetition. Hypercompétition, tous les MBA, moi j'étais aux États-Unis à l'époque, tous les MBA ont reçu une formation sur l'hypercompétition et sur cette espèce d'agilité permanente. Ça veut dire que pour le travailleur de base que nous sommes, hein, le travailleur de base, c'est pas l'ouvrier avec col bleu, c'est chacun d'entre nous, et de plus en plus les cadres d'ailleurs. La sécurité de l'emploi, bon, c'est évident, mais même du travail, hein, du sens de ce qu'on fait, enfin de la direction vers laquelle on va, cette sécurité, elle est remise en cause. Et donc, le paradoxe tragique, ou en tout cas dramatique, de notre société, cette fois actuelle, de la période dans laquelle nous vivons, c'est pas une perte soudaine de sens, c'est que la perte de sens n'est plus compensée par la sécurité. Et si j'avais eu plus de temps, je vous aurais montré que c'est précisément lié à la mécanisation, à la globalisation, à la financiarisation. C'est ça aussi qui a généré une perte de sécurité, parce qu'on est confronté à un marché mondial, enfin, que vous connaissez par cœur si vous êtes en entreprise. D'où ce paradoxe, c'est qu'on a perdu en autonomie, mais on ne gagne plus en sécurité. Et d'où mon explication de la perte de sens massive dans les entreprises aujourd'hui. Pourquoi je fais ça? Et là, on pourrait s'arrêter là et dire c'est un grand malheur, voilà. Faisons intervenir des philosophes et il faut le faire, hein, c'est très important, mais pour essayer de nous aider à y voir plus clair. Or, l'être humain est résilient, intelligent, bien plus intelligent que son smartphone et que son... Et s'il perd du sens dans son espace professionnel, il va en chercher ailleurs. Et c'est ce qui va se passer à partir des années 2000, très clairement, dans toutes les enquêtes le montrent, c'est que le sens du travail va être recherché en dehors du travail professionnel. En dehors du travail professionnel. Dans les activités domestiques, souvenez-vous des cadres, moi je connu ça à la fin des années 90, des cadres qui partaient des grands groupes dont déjà ils pressentaient que ça n'allait plus, et qui allaient ouvrir des gîtes ruraux. C'est intéressant le gîte rural, c'est du domus, c'est de la maison. Ma maison va devenir un lieu de production et je vais contrôler mon lieu de production. Et puis, travail associatif, collaboratif, je vais y revenir. Mais le point clé pour comprendre la suite, c'est que les gens ne sont pas stupides. Hein. S'ils ne trouvent plus de sens au travail, dans le travail professionnel, ils vont trouver du sens dans le travail non professionnel. Parce que le travail est humanisant. Parce qu'on s'épanouit dans le travail. Ben, je vais trouver du sens dans le travail associatif. Alors, j'ai le temps, en tout cas je le prends pour raconter une histoire qui m'est arrivée. Je faisais une émission à la radio, et puis il y avait une personne à la vitre, et à la fin de l'émission, elle vient me voir, elle me dit « Ah, ce que vous dites, ce que j'ai dit en 5 minutes, vous voyez, c'est possible, ce que je vous ai dit en une demi-heure. » Et elle me dit « Ouais, c'est exactement ma vie, ben moi, je travaille ici, bon, c'est bien, mais je fais le tour. Alors, je fais mes 35 heures. »
Vous avez peut-être entendu un air connu. Je fais mes 35 heures. Je les fais bien. Hein, j'aime bien mon travail, hein, mais je vois plus le sens. En revanche, je suis dans une association. Alors, elle faisait chanter des jeunes de banlieue et elle est insérée par la chorale, par le chant. Elle me parle de ça. Les yeux deviennent pétillants, les petites larmes. Vous savez, des gens qui sont passionnés. Ah, je dis, mais pourquoi vous en faites pas votre... Vous travaillez combien de temps dans votre association? Elle calcule. Et bref, le calcul, c'était plus de 20 heures. En fait, c'était 35 heures. Quand elle a fait bon. Parce qu'elle y passait tous les soirs, parce qu'elle y passait des week-ends, parce qu'elle passait des semaines entières. Et donc, quand on fait la moyenne sur l'année, c'est 35 heures. Je dis, mais non, vous faites 35 heures de boulot, que vous aimez, mais sans plus. Et puis, vous faites 35 heures pour un travail, un vrai travail, non rémunéré, je vois vos yeux qui pétillent. Mais pourquoi vous ne changez pas de boulot? Pourquoi vous ne faites pas ce travail? Et elle me dit, ah bah j'étais échaudé par le travail, je préfère faire la différence entre ceux qui me passionnent et puis le travail alimentaire. On en arrive là. C'est-à-dire qu'on va chercher le sens ailleurs, mais le sens dont on a bien compris qu'il est lié à l'autonomie que j'ai sur mon travail. Et en clair, elle me dit, mais on m'a proposé un boulot, et j'ai dit non, parce que je préfère rester libre. Ce n'est pas une génération nouvelle, X, Y, Z, K. C'est toute la société qui est allée chercher du sens ailleurs. Et nous en sommes tous collectivement responsables. Si je ne trouve pas du sens là, je le trouve ailleurs. Encore une fois, c'est même très, comment dire, positif quant à l'idée qu'on a de l'être humain, quoi. Il ne va pas se laisser avachir et désintégrer dans son travail, il va le chercher ailleurs. Bon, voilà donc une explication de cette perte de sens, puis transformation du monde du travail qu'on a commencé à voir apparaître au début des années 2000. Donc avant ce qu'on va raconter maintenant sur le digital et le numérique. Avant. Et ne parlons même pas du transhumanisme. Avant déjà, on voyait qu'il y avait cette transformation et qu'on allait de nouveau chercher, vous voyez, le rond blanc, il est un peu signifiant, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, on allait chercher de la création de valeur ailleurs, de la valeur non marchande. Mais ça échappait au radar, puisque ce n'est pas dans le PIB. Et pourtant, les gens s'investissaient là, et pourtant, peut-être que la croissance économique, elle est de 7% dans la partie grise aujourd'hui, et elle est que de 2% dans la partie blanche. Hein. Mais on sait dire que la partie blanche. Sauf qu'on n'a pas vu que les choses ont changé déjà radicalement. Alors bien sûr, il y a eu un contre-coup pour l'entreprise. C'est que l'entreprise a été de plus en plus confrontée dès la fin des années 90, début des années 2000, et aujourd'hui c'est à plein pour les DRH qui sont présents. J'étais hier avec des DRH justement, c'est le sujet, quoi. Confrontés à des collaborateurs qui sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, ou évidemment qu'il y a 40 ans, ou que ceux du temps héroïque du Fordisme, parce qu'ils s'épanouissent ailleurs. C'est pas parce qu'ils veulent s'épanouir au travail, comme on dit, de manière un peu courte. Tout le monde veut s'épanouir au travail. C'est qu'ils trouvent un épanouissement ailleurs que dans le monde professionnel, et qu'ils vont comparer l'épanouissement ailleurs avec l'épanouissement dans le travail professionnel, et qu'ils vont se dire, vous en êtes encore là? Je vois des étudiants qui me disent ça. Moi, je les vois, les étudiants, j'en vois quelques-uns, que j'ai suivis d'année en année. Aujourd'hui, c'est pas qu'ils sont capricieux, etc. C'est qu'ils font des choses passionnantes sur Internet, passionnantes ensemble. Ils arrivent en entreprise, on leur dit, tu vas t'asseoir là, tu vas faire des photocopies. En stage, c'est toujours la hantise des étudiants. Faire des photocopies. Et dis, attends, mais c'est ça l'entreprise? Ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais le tour du monde, je fais autre chose, je trouverai. Alors ici, nos 2 bas de page, comme en plus on a dit à ces jeunes qu'ils n'auraient pas de retraite, et qu'ils vont travailler jusqu'à 70 ans, vous pensez bien qu'à 20 ans, vous ne dites pas je vais me précipiter pour travailler de manière subordonnée, puisque de toute façon j'en ai pour 50 ans, alors autant en profiter tant que j'ai encore la jambe alerte. Donc il y a eu un contre-coup dans l'entreprise qui a motivé ces transformations, ces attentes nouvelles, qu'on a un peu, je crois, caricaturées par génération X et Y ou Z, parce que je crois que ce n'est pas qu'une génération. Bien sûr que c'est surligné pour cette génération-là, qui, elle, est née avec des parents qui ont été virés, qui ont été soumis à l'insécurité, et qui ne sont pas assez bêtes pour dire moi j'y crois, mes parents ça n'a pas marché, mais moi j'y crois sûrement. Et auquel on dit flexibilité, agilité, ben oui, agilité, flexibilité, elle est où ton agilité, ta flexibilité dans l'entreprise? Voilà donc la révolution,
dans laquelle je vais intégrer maintenant, il est temps, hein, puisqu'on a fini en 10 minutes, la technologie. Vous voyez, mon invitation, c'est à faire le détour par l'évolution du travail pour comprendre ce que la technologie a changé et va changer dans cette affaire. Mais la transformation, elle est antérieure à la révolution technologique. Mais elle va être accélérée. Parce que, effectivement, nous avons assisté dans les années 2000 à une transformation radicale du capitalisme, qui est la plus grande rupture du capitalisme depuis son origine, et à tel point que certains auteurs se posent la question, est-ce que le capitalisme peut survivre à la révolution technologique qui est en train de se passer? Teasing. Je vous explique ça en quelques mots. Alors, la révolution technologique, c'est ce qu'on appelle de manière générale la numérisation, qui a commencé dans les années 60. La numérisation, c'est le fait de transformer une information en code binaire. Toute une information peut être transformée en 01, 01, 01. Il y a des personnes qui ont été les grands promoteurs de cette révolution, qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui date des années 60. Le début de l'informatique. Mais ce n'est pas suffisant pour parler de digitalisation, enfin en français numérisation. Dans les années 2000, les codes binaires ont été traités par des ordinateurs. Petite révolution technologique, les ordinateurs sont devenus des ordinateurs personnels. Oui, personnels, pas. Vous savez, au début, c'était des gros ordinateurs IBM qui tournaient. Vous connaissez toute la phrase de Watson. Il y a... En 67, je crois, il y a le marché aujourd'hui des ordinateurs, c'est 4 pour le monde. Parce qu'on imaginait des énormes ordinateurs qui avaient tout contrôlé. Et en fait, c'est pas ce qui est devenu. C'est des petits ordinateurs. C'est Apple, hein, révolution Macintosh, puis Apple, des petits ordinateurs individuels. Retenez cette logique, parce que vous allez voir qu'elle va être très importante pour notre prospective. Donc, énorme contre petit, c'est les petits qui l'ont emporté. Décentralisation, donc, du traitement digital de l'information. Et puis, alors là, c'est un accident technologique. Le hasard a voulu qu'on invente, au début, fin des années 90, début des années 2000, une technologie qui permet de relier les ordinateurs entre eux. Et ça, c'est la révolution digitale. Vous voyez, ce n'est pas que le numérique, au sens strict. Ça, c'est vieux. C'est le fait de connecter les ordinateurs, et donc c'est de l'information binaire qui peut communiquer avec toutes les informations binaires du monde entier. C'est l'Internet. C'est le réseau. Donc, cette mise en réseau d'informations, ça, c'est vrai que ça crée une révolution technologique, industrielle nouvelle, considérable, parce qu'en fait, pour la première fois dans l'histoire peut-être de l'humanité, un lieu de travail peut contrôler des informations extrêmement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer de l'archéologie, de la médecine et de l'économie. Tout est en code binaire, donc tout peut être mélangé. Pour la première fois, il n'y a pas, vous voyez, ces silos culturels qui différencient l'information. Pour la première fois, tout est information, tout devient information. Ça, c'est la révolution que je vais appeler digitale pour donner un mot aux trois. Donc, c'est numérique plus réseau. Et la conséquence, c'est les nouveaux robots. Parce qu'évidemment, cette quantité d'informations est tellement gigantesque que les robots sont de plus en plus capables d'utiliser énormément d'informations. Je vais appeler ça digital. Le digital a eu et commence à avoir des conséquences sur les organisations, hein, dans le monde du travail professionnel, pas si importantes qu'on le dit. Et là, j'anticipe sur mon dernier point. Moi, je fais des études aujourd'hui sur l'impact du digital dans les organisations de manière très concrète. Le problème, c'est qu'on n'a pas de terrain empirique d'études. Tout le monde en parle, mais quand il faut aller voir concrètement comment c'est en train de se passer, il n'y a pas tant de terrain que ça. Alors, ne parlons même pas d'intelligence artificielle, donc voilà, tout le monde en parle. Je ne dis pas que ça ne va pas se passer, hein, mais je dis que l'impact, il commence à peine à se produire dans les entreprises. En tout cas, on commence évidemment à digitaliser, à mettre en réseau. Ça a eu surtout une conséquence pour les indépendants. Je vous le fais en bref, vous connaissez ça par cœur. Hein, c'est que des acteurs ont pu se placer entre le consommateur et le producteur par des plateformes et mettre en relation directement un producteur qui devient un indépendant, le mettre directement en relation avec un consommateur. Ce sont des plateformes. Uber étant la plus symbolique, et le terme ubérisation s'est imposé, mais vous allez voir que c'est une toute petite partie de l'histoire. Tout le monde parle de ça, mais c'est une toute petite partie de l'histoire, et la moins intéressante. Parce que c'est juste une partie des marchés qui ont été récupérés par des plateformes
des nouveaux intermédiaires. Avant, ça passait par une entreprise, taxi, ici à Paris, c'est Taxi 7, G7. Voilà, c'est une entreprise qui faisait l'intermédiation, et grâce à une plateforme, ça peut être direct. C'est aussi bête que ça. C'est très intéressant, hein, mais vous voyez, ça, les conséquences, c'est pas les plus intéressantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas les plus intéressantes en chiffres, puisque les indépendants ne croissent pas fortement. Il y avait 20% d'indépendants en France en 1980, 12% en 2016, dernière statistique de l'INSEE. Vous voyez, on est bien en dessous des années 80, parce qu'en années 80, il y avait tous les commerçants, les artisans qui ont disparu. Donc il y avait beaucoup plus d'indépendants il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Et ni aux États-Unis, ni en France, on assiste à une explosion des indépendants. C'est une blague médiatique, ça. Il n'y a pas d'explosion. Le travail salarié a encore de beaux jours devant lui. Quel travail salarié, c'est autre chose, hein, comment on travaille. Mais enfin, pour plein de raisons, bon, je n'aurai pas le temps d'exprimer des raisons économiques, il n'y a aucun souci sur l'avenir du salariat. Et on ne peut pas constater objectivement une explosion des indépendants par rapport au salariat, l'ubérisation générale de l'économie, c'est pas vrai, parce que ça ne concerne que quelques marchés. La vraie... Alors vous voyez, petite animation pour vous dire qu'il y a voilà, un peu plus... ça a développé l'esprit d'indépendant dans l'entreprise. Vous voyez, ça c'est plus intéressant. Y compris dans les entreprises, ça a développé l'esprit de plateforme, la possibilité d'être en relation avec les autres par des plateformes interposées. Ça c'est nouveau. Ce n'est pas la hiérarchie, je peux passer directement, vous voyez, par les plateformes. Mais conclure que les indépendants vont remplacer un jour les salariés, enfin, en tout cas, ce n'est pas attesté par les chiffres et les tendances. En revanche, là où, effectivement, il y a une vraie explosion, une vraie révolution, c'est que, pour la première fois dans l'histoire du capitalisme, c'est le teasing que j'ai commencé tout à l'heure, vous sortez le soir de votre bureau avec les moyens de production de l'entreprise. C'est-à-dire l'ordinateur personnel, enfin portable, et le téléphone, qui sont les deux moyens de production qui permettent de traiter la fameuse information numérique ou digitale. C'est ça la révolution. Charlie Chaplin, il sortait de l'usine, et la machine-outil, évidemment, est restée dans l'usine. C'est même le principe de l'organisation, c'est elle qui possédait les moyens de production. Je ne vais pas faire mon Marx de base, mais enfin, c'est quand même une évidence. Ce qui est très nouveau, la révolution, que Jérémy Rifkin a peut-être amplifié, enfin peut-être mythifié un petit peu, mais enfin en tout cas qui est réel, c'est que nous rentrons le soir avec les moyens de production, et que lorsqu'on travaille dans la sphère non professionnelle, on utilise les mêmes outils, aussi efficaces que les outils qu'on utilise au bureau. Enfin pour ceux qui utilisent ces outils-là. Et donc je peux faire du collaboratif, et y compris en concurrence avec mon entreprise, en utilisant les outils de l'entreprise. C'est courant, mais c'est même pas un sujet, il est impossible que ce soit autrement. Vous voyez, cette révolution, c'est ça la grande révolution technologique. Ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est l'usage de la technologie. L'usage, c'est complètement démocratisé et complètement atomisé. N'importe qui peut utiliser ces technologies, dès lors qu'on est familier avec l'ordinateur et le mobile, autant vous dire que c'est demain 99,9% de la population. D'où explosion du travail collaboratif sur Internet. Et ce travail qui est un petit peu considéré avec cette partie grise, là, avec condescendance par les économistes, devient extrêmement importante. Parce que s'y créent des acteurs, enfin interviennent des acteurs qui créent de la valeur, créent de la richesse en utilisant le travail non rémunéré. Alors, Wikipédia, encyclopédie la plus grande du monde, qui commence en 2004, et aujourd'hui, qui écrase toute l'histoire de l'encyclopédie depuis l'origine. Puisqu'il y a des millions de contributeurs dans le monde, dans toutes les langues, vous pouvez tout avoir sur Wikipédia. D'ailleurs, le premier réflexe, quand on cherche une information, c'est d'aller sur Wikipédia. Or, cette encyclopédie n'est composée que par des bénévoles, et elle est financée que par des dons. Premier type de développement du travail collaboratif. Deuxième entrant, Amazon. Amazon utilise beaucoup notre travail gratuit, le travail non professionnel, d'une part parce qu'il utilise les données que nous entrons gratuitement, mon âge, machin, il peut me traquer, me suivre, hein, qu'est-ce que j'ai acheté, faire mon profil, et ça c'est moi qui rentre les données, ce qui est très coûteux de rentrer les données, hein, mais comme tous les clients rentrent les données gratuitement avec un grand sourire en disant chouette, je vais être livré, en fait ils partissent au boulot. Mais il y a encore mieux, c'est que lorsque nous faisons des critiques, des livres par exemple, c'est très bien. Parce que nous-mêmes, nous contribuons à l'achat futur des autres gratuitement.
Hein, on porte un commentaire et les commentaires permettent d'orienter la consommation des autres. Et à la limite, les clients alimentent la machine. Et Amazon se crée, et Amazon, c'est essentiellement une boîte enfin, un process de distribution. C'est une boîte de distribution qui est en train de manger d'ailleurs toutes les boîtes de distribution. Mais grâce à quoi? Grâce au fait que c'est le travail gris, là, le travail de chacun d'entre nous, qui alimente cette machine. Troisième, Airbnb. Nous avions la bonne vieille chambre d'amis, parce que nous avions des amis. Mais au temps de Facebook, on a beaucoup d'amis, mais on n'a plus de chambre d'amis. On a un espace que l'on peut louer sur Airbnb, et même c'est assez rentable de louer, surtout dans les villes chères. Et donc, on va s'organiser pour louer soit son appartement, soit une chambre. Et Airbnb a transformé des millions de personnes en hôteliers occasionnels. Alors, un chiffre, Accor, le premier groupe, partie blanche, partie entreprise du monde, Accor, 192 000 salariés. Airbnb, qui pèse 3 fois plus en nombre de nuitées, c'est 6 000 salariés. 6 000 salariés, 3 fois plus de nuitées vendues dans le monde que Accor, 192 000 salariés. Bon, vous imaginez l'équation de Sébastien Bazin, patron d'Accor. Il faut tenir compte de ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça détruit l'emploi, c'est plus compliqué que ça. Mais reste que l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, vos consommateurs sont vos producteurs, sont des producteurs. Airbnb et Facebook. Alors Facebook, ça c'est totalement neutre. C'est une petite boîte de rien du tout, Facebook, mais avec 1,7 milliard clients. Et donc une quantité gigantesque d'informations traitées. Bon, je ne reviens pas sur l'actualité, vous l'avez suivi. Je rajoute quand même les Chinois, parce qu'on pense toujours aux GAFA, mais les Chinois sont plus qu'à l'affût. Hein. Donc les équivalents. Donc Baidu, Tencent, peu importe. Vous voyez, des entreprises où des acteurs se sont greffés pour aller récupérer le travail qui était jadis autonome, gratuit, individuel, et en faire du travail collectif. Avec évidemment un retour sur l'entreprise. C'est que l'entreprise a pour concurrent aussi, je vais prendre Accor versus Airbnb, pourquoi pas imaginer qu'un hôtelier d'Accor parte en vacances en utilisant Airbnb. Et j'imagine que ça doit se faire, hein. Et donc en utilisant les services d'un concurrent, de fait. Voilà ce qui s'est passé autour des nouvelles technologies. Vous voyez, d'abord, un, ce que c'est, et deux, en quoi ça s'est greffé dans cette évolution du travail, dont vous imaginez qu'elle a fait exploser les capacités du travail non professionnel. C'est ça la révolution. C'est ça qui va être difficile à gérer. C'est que nous étions dans une économie où on savait gérer le travail professionnel, et on savait que le travail professionnel générait les revenus pour assurer le travail non professionnel. Et aujourd'hui, tout est mélangé. Vous avez du travail rémunéré dans le non professionnel, et retour sur l'entreprise qui doit aussi s'ajuster à une société où il y a beaucoup de gratuits, elle ne peut pas vendre certaines choses, parce que c'est gratuit sur Internet, où c'est gratuit, vous voyez. Et donc les clients, ils ont du mal à comprendre qu'on leur vende ce qui pourrait être gratuit. Et on a tous pris d'ailleurs cette logique moins du don d'ailleurs, je regarde Pierre Deschamps, parce moins du don que du gratuit. Et donc on peut terminer et conclure, vous allez voir que ça va aller vite. Voilà la révolution technologique. Voilà l'enjeu de la révolution technologique. Une révolution qui touche les deux côtés du travail, qui jusqu'à présent était très divisée. La technologie était d'un côté et la main-d'œuvre, vous voyez, enfin, la capacité de production très humaine était de l'autre. Aujourd'hui, c'est plus vrai. La technologie est des deux côtés. Et le premier concurrent des entreprises, ce sont les citoyens, ce sont les clients, c'est tous ceux qui peuvent inventer des choses. Ça, c'est nouveau. Deux, vous avez peut-être vu apparaître ici du revenu. Il y a du revenu qui commence à être généré dans la partie qui était naguère, une partie totalement bénévole. L'exemple très connu, c'est Airbnb, qui génère du revenu du capital foncier, à tel point que certains en font même une manière de vivre, et qu'il a fallu trouver une astuce pour taxer. Parce que tout le système social et économique est fondé sur la taxation que du travail professionnel, enfin, et de la production professionnelle. Et là, il y a la production non professionnelle qui vient en concurrence de la production professionnelle, non taxée, évidemment, parce qu'on ne savait pas faire, on ne sait même pas la repérer. Donc des revenus qui apparaissent, et une évolution qui peut aller dans ce sens, extension du champ du marché. Avant, je prenais un stopper,
Aujourd'hui, je passe par Blablacar pour amortir mon transport. Mentalité totalement différente. Et notamment chez les jeunes, la voiture s'amortit, la voiture n'appartient pas réellement, ne m'appartient pas réellement, ce qui compte c'est l'amortir. Et donc j'ai une logique très calculatrice. Je ne porte aucun jugement là-dessus, mais je constate que le champ du marché s'étend. Ou bien, et en même temps, du gratuit qui apparaît dans l'entreprise, des espaces où il faut du coworking, des espaces de détente, machin, où il faut réinsérer cette économie du gratuit, du bénévole, il faut la réinsérer dans le monde professionnel. Dans quel sens ça ira? Ben, ça dépend de ce qu'on fera de la technologie. Et donc c'était ça, c'est ma conclusion en 1 minute. C'est ma conclusion en... Voilà, je vais vous commenter ce petit... Ma conclusion, c'est, voilà, j'ai essayé de vous poser l'émergence des nouvelles technologies et donc les impacts tels qu'on peut les prévoir dans ce contexte qui est plus large qu'un contexte strictement technologique. Et vraiment, je vous invite à ne pas rester à la technologie parce que ça brouille. C'est plus que ça. Le premier sujet, c'est la transformation du travail. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur est un producteur et qu'il le sera de plus en plus. Et qu'à mon avis, c'est un sujet sociétal. C'est pour ça que mon prochain bouquin, j'aimerais l'appeler « Le burn-out du consommateur », parce qu'on reporte sur le consommateur énormément de production. On me disait hier, avec CDRH, qu'effectivement, dès qu'on a du temps libre, qu'est-ce qu'on fait? On va sur son téléphone intelligent. En fait, il n'est pas si intelligent que ça, parce qu'il nous conduit à travailler, oui, la salle d'attente du médecin. On ne lit pas la revue, machin. On va travailler, on se dit, bah, tiens, donc tout le temps libre devient du temps de travail individuel. Donc le consommateur est un producteur extrêmement efficient grâce à ces technologies. Donc c'était mon premier point. Le travail a changé en dehors des technologies et inscrivait les transformations technologiques et les transformations anthropologiques, transhumanistes, etc., dans ce contexte-là. C'est un résumé, hein, on a vu que ce n'est pas tant la nature des technologies numériques, on dit c'est abstrait, enfin, vous le verrez je crois avec un intervenant, la digitalisation date du début de l'humanité, parce qu'on a commencé à abstraire par des chiffres depuis très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est la diffusion du capital, c'est la diffusion des moyens de production partout dans le public. Ça, c'est une rupture par rapport à ce qu'on savait. Enfin, c'est pas une rupture, c'est un retour à l'économie du XVIIe siècle. Où c'est dans la ferme qu'on avait les machines, qu'on avait la charrue, les moyens de production étaient liés à la maison, à notre activité personnelle. Là, on a de nouveau une activité personnelle, un bureau chez soi, où on peut non seulement faire du travail à distance pour l'entreprise, mais aussi travailler pour autre chose, prendre son billet d'avion, enfin, pour ses vacances, organiser je sais pas, des soirées avec des amis, bref. Diffusion. 3, il y a, je ne peux pas le traiter plus longtemps que ça, il y a 2 tendances. Il y a une tendance à l'hyperconcentration de la technologie, c'est le big data. On dit la création de richesse, ça sera la concentration. C'est ceux qui vont maîtriser d'énormes bases de données qui vont créer la richesse. Deuxième possibilité dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'inverse, c'est l'industrie 4.0 des Allemands. Grâce aux nouvelles technologies, on peut produire de manière très localisée. Parce que les robots peuvent utiliser de l'information générique ou connectée, mais très localement. Alors, je reviendrai un jour si ça vous intéresse pour parler que de ça, mais si je dis ça, c'est que c'est la même représentation qu'on avait dans les années 60 avec IBM contre Apple, enfin, les années 80, IBM contre Apple. Il y avait ceux qui pensaient qu'il allait y avoir les gros ordinateurs qui allaient contrôler toute l'information du monde, et ceux qui disaient avec Apple, pas du tout. Il va y avoir des ordinateurs partout, et c'est la connexion entre les ordinateurs qui fait la création de richesse. Je vous invite à réfléchir à ça, parce que la partie n'est pas gagnée. Pour le big data, pour le big thing, c'est pas sûr que ça crée tant de richesse que ça, parce qu'il y a d'énormes contraintes financières, hein, d'investissement, et des contraintes politiques qui commencent à émerger. En revanche, la création de richesses localisées grâce aux nouvelles technologies, ça c'est un enjeu. Alors, si vous avez un doute, les circuits courts, les fameux circuits courts, hein, vous achetez des pommes chez le fermier d'à côté, sont possibles, parce que vous allez sur Internet, que ça passe par un serveur en Arizona qui vous dit ben, y a quelqu'un qui vend des pommes à 5 km. C'est-à-dire que cette localisation est permise par les grandes technologies. Mais la création de valeur, ce n'est pas le big data. C'est le fait que vous avez
vous créez par votre travail, vous avez envie de valoriser le travail d'à côté. Donc, tendance à la concentration, mais aussi à la dilution. Derrière les choix technologiques, il y a des choix humains. Bon, ça, je ne sais pas à vous que je vais prendre ça. Évidemment, il y a toujours un choix humain et des choix politiques, mais en ce moment, on est beaucoup sur cette question avec RGPD, avec tout ce qui commence à émerger sur le contrôle de cette information. Les technologies accélèrent l'intensité du travail, je l'ai dit, et du travail du consommateur. Pour moi, alors, transhumanisme, c'est l'enjeu de société de demain, avant même le transhumanisme, au sens, vous voyez, l'homme augmenté. C'est que l'homme, enfin, notre travail, notre vie active est intensifiée par les nouvelles technologies, parce qu'il faut organiser son travail, son machin, ses déplacements, ses vacances, tout ça sur Internet. Vous pouvez passer la journée devant un écran pour différentes raisons et pour différents travaux. Depuis votre boulot jusqu'à organiser la nounou parce que c'est sur Internet, parce qu'il y a une application. Voyez, et finalement, les technologies augmentent, intensifient notre travail. Et je crains que le transhumanisme devienne une réponse à la pression que nous mettons sur l'humain. Et qu'on dise, la seule possibilité pour faire tout ça, c'est de mettre une puce dans le cerveau de la personne pour qu'elle puisse aller plus vite. Mais vous voyez, c'est une course infinie à la productivité. On augmente la productivité grâce à la technologie, et puis après, on va mettre de la technologie pour augmenter la productivité. C'est infini. Et ça, je pense que ça va être pour vous une réflexion sur le transhumanisme, une réflexion économique. Ça, on le sait. Ça, vous voyez, je ne fais pas mon gourou, que je ne suis pas du tout. Ça c'est acquis, il y a beaucoup de littérature. Ce qu'on ne sait pas, 4 points. Il y a des technologies dont on ne sait rien. Intelligence artificielle, on ne sait rien. Vous avez peut-être lu le rapport Villani, il commence par cette phrase magnifique. Définir l'intelligence artificielle est une tâche difficile. C'est-à-dire que c'est un rapport sur l'intelligence artificielle qui commence par dire qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et c'est vrai que lorsque vous travaillez dessus, ce que c'est mon cas, c'est un chantier gigantesque, on ne sait pas de quoi on parle. Et parfois, on parle juste d'un petit logiciel expert qui existait depuis 30 ans. Et parfois, on parle des objets connectés qui vont induire des comportements. Il y aura tout ça, mais soyons calmes. On ne sait pas toujours de quoi on parle. Et la presse ou les romans de science-fiction en font beaucoup. Voilà. 2, les conséquences sur l'emploi. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Soyons honnêtes, on ne sait pas quelles vont être les conséquences sur l'emploi. Parce qu'on ne sait pas tout simplement quelles sont les technologies dont on parle. Si on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est un peu difficile de savoir combien d'emplois ça va détruire. Alors, il y a la vieille idée schumpeterienne, vous savez, toute création détruit, mais aussi toute innovation détruit, mais aussi produit du travail. On n'en sait rien, même ça, on n'en sait rien. Peut-être que cette fois, il y aura tellement de destruction d'emplois qu'on n'arrivera pas à compenser. Mais j'ai aucun souci pour le travail. Le travail augmente. Le sujet, c'est pas la baisse du travail, c'est l'augmentation du travail. Je vous l'ai dit, parce que le consommateur travaille énormément, parce qu'on fait énormément de choses. Donc que l'emploi diminue alors que le travail augmente, ça c'est un gros sujet social, parce qu'on ne sait pas faire. Alors aujourd'hui, pour donner un seul chiffre, vous avez connu le rapport d'Oxford qui dit qu'il y a 60% des emplois qui seraient impactés par la digitalisation, ce que la presse a traduit par supprimer, alors que c'est impacté. Le Conseil d'orientation stratégique en France a supposé qu'il y avait à peu près 9% de l'emploi qui peut être supprimé. Encore une fois, avec des hypothèses, vous voyez, très, très larges. Je fais une revue de littérature, si vous intéresse, sur des experts. Vous avez des chiffres qui vont dans tous les sens, avec des hypothèses. C'est sérieux, hein, c'est pas des charlatans, hein, mais parce que ça dépend des hypothèses qu'on prend sur la productivité. Oui. Donc, là aussi, restons calmes. On ne sait pas ce qui va se passer. Préparons-nous à la transformation que j'essaie de vous décrire, c'est-à-dire un déplacement du travail du côté de ce qu'on appelait jadis le travail non rémunéré et qui change radicalement la société, ça c'est certain. Sur l'emploi, on ne sait pas encore. Troisième non-savoir. On ne sait pas ce que la société va accepter demain relativement à cette nouvelle technologie. On raisonne toutes choses égales par ailleurs en disant, bah oui, le transhumanisme va arriver par exemple, et tout le monde va être obligé... Regardez RGPD, regardez la réaction de l'Europe devant les GAFA. Je ne dis pas que c'est la fin du Big Data, mais... Et c'est un député, vous avez suivi l'affaire, un député hollandais, je crois, qui a été obstiné et qui a fait passer des règles pour rendre difficile l'usage des données collectives sans l'autorisation des acteurs. Je ne sais pas si dans 10 ans, il n'y aura pas, même certain, qu'il y aura une transformation des mentalités telle que ce qui nous paraît aujourd'hui inexorable ne le sera pas demain.
Donc vous voyez, ne raisonnons pas toutes choses égales par ailleurs, surtout quand on travaille sur le transhumanisme. Des ruptures culturelles peuvent arriver, et des rejets subits peuvent arriver. Et enfin, attention à l'esprit de start-up, qui est une sorte Il y a en France 9000 start-up, hein. Il y a 2 900 000 entreprises, il y a 9000 start-up. Chiffre ministère. 9000 start-up. Il n'y a pas des start-up partout qui sont en train de se transformer. Il y a des entreprises qu'on appelle start-up qui produisent de l'innovation digitale, mais ces entreprises, pour une qui grossit et devient une entreprise, 9 autres sont rachetées par des entreprises qui existent déjà. Les banquiers savent qu'on a montré récemment que en fait, l'écologie des start-up bénéficie aux banques établies, parce que les banques rachètent systématiquement les start-up. Donc cette idée qu'il y a une nouvelle économie émergente qui est en train de tout transformer, c'est largement médiatique, ça. Dans la vraie vie des affaires, il y a des transformations, des ruptures, bien sûr, mais elles sont, je ne dis pas marginales, hein, elles sont importantes, mais elles sont à la marge du système économique qui reste, et de plus en plus, un système de très grosses unités, de très grosses organisations mondialisées. Voilà ce que je peux dire qu'aujourd'hui, je suis désolé d'avoir dépassé mon temps. Je conclue une phrase, calmons-nous sur ces affaires de transhumanisme et de technologie en général, voyons ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et replaçons la technologie dans son contexte, qui est un contexte social, politique et anthropologique lié au travail. Le travail, c'est ce qui humanise l'être humain. Merci. Mille merci, cher Pierre-Yves, d'avoir mis ce travail en perspective. Je pense que ça nous fait du bien de voir déjà d'où ça vient, comment ça a évolué, et puis aussi, comme vous l'avez dit, calmons-nous, restons pleins d'espérance, de confiance face à ces évolutions. Réfléchissons, soyons acteurs et participons à cette évolution de notre société. Si vous me permettez encore 2 minutes, je vous donne quelques informations, trois informations. La première, pour vous dire que le Saint-Siège a publié récemment 2 congrégations, 2 dicastères, la Congrégation pour la doctrine de la foi et le dicastère pour le développement du humain intégral, ont publié un document qui s'appelle Economice et Pecuniarie Questiones, facile comme titre, mais qui est un document excellent dont je vous recommande la lecture, que vous trouverez sur le site du Vatican, qui est la première fois que l'Église porte un regard global sur l'économie et la finance. C'est un document remarquable, qui est court, hein, donc sur le Transat cet été sera parfait. Hein, donc allez lire ce document. Il faut absolument que ce document ne passe pas déjà aux oubliettes un mois après être sorti. Pierre-Yves. Alors voilà. Donc le document est publié aux éditions Teki et la préface est de Pierre-Yves Gomez. Donc voilà, vous pouvez, plutôt que d'aller sur Internet télécharger, vous allez chez Teki acheter le livre. Voilà. C'est court, c'est facile et c'est à la fois une vision globale, anthropologique, éthique, etc. Et puis aussi assez, il rentre quand même dans les détails. C'est quand même intéressant et tous ceux que je connais qui l'ont lu et qui sont des opérationnels de la finance et de l'économie ont trouvé ça très pertinent. Donc ça, bonne lecture là-dessus. Deuxième information, Pro Persona, vous trouverez à la sortie les 4 cahiers qui ont été publiés depuis notre dernière conférence Procléro. Je vous fais un petit bilan quand même sur Pro Persona parce que ça fait 1 année qu'on a lancé la publication des cahiers, c'était en juin l'année dernière. Donc on a publié 15 cahiers, depuis juin dernier. Vous les trouvez tous sur le site internet propersona.fr. Il y a un site. Aujourd'hui, le site a à peu près 1300 abonnés. Il y a une présence sur Facebook, LinkedIn. Et puis, aujourd'hui, on a des projets pour l'avenir. Le projet, c'est de continuer à publier un cahier par mois, et je pense qu'on est bien parti. On a des réserves de thèmes à n'en plus finir. Il y a matière. On aimerait passer assez vite à 5000 abonnés. Hein, voilà, il faut de l'ambition. On a lancé aussi un programme de traduction de ces cahiers en allemand, anglais, italien et espagnol. On veut aussi lancer des tribunes sur le site
qui seraient des tribunes écrites par des professionnels de la finance et de l'économie en réaction par rapport à ces cahiers. Aussi le lancement de projets de vidéos, intensification de la présence de ProPersona sur les réseaux sociaux, diffusion aussi des cahiers auprès des décideurs, qu'ils soient économiques, financiers, politiques, syndicaux. Voilà, donc plein de projets. Et pour tout cela, franchement, cette fois, on a un petit peu besoin de votre aide parce que les caisses sont à sec. Donc, si vous pouvez nous aider un petit peu, vous pouvez faire des dons, ils sont déductibles, etc. Vous allez voir sur le site propersona.fr. Si vous voulez nous aider un petit peu pour continuer ce beau projet de ProPersona, nous avons des mécènes que nous remercions, mais effectivement, les projets vont vite et nous avons besoin d'un peu de financement. Merci d'avance. Et puis, je vous annonce la prochaine conférence Procléro qui aura lieu exceptionnellement un vendredi matin pour des raisons de disponibilité de cette salle. Donc, ce sera le vendredi matin 21 septembre à 8h30. Et notre conférencier, ce sera le professeur Olivier Ray, qui est un mathématicien, philosophe, chercheur au CNRS, qui enseigne à Polytechnique et à Panthéon-Sorbonne, qui est auteur aussi de nombreux ouvrages, et qui va lui traiter d'un sujet assez précis, qui est qu'on a intitulé comme ça, « Les progrès technologiques et le discernement moral, est-il légitime de poser des limites éthiques à un progrès technologique potentiellement illimité ?» En fait, le progrès technologique, il est fait pour être illimité d'une certaine manière, et l'éthique, elle est là aussi pour mettre une limite. Comment on peut marier ces deux réalités? Et de fait, c'est une vraie question aujourd'hui. Voilà, bon été, bon repos, bonne lecture. Parmi les lectures, les cahiers ProPersona, je suis sûr que vous avez tous du retard sur la lecture, donc c'est l'occasion de récupérer pendant les vacances. Et puis aussi ce fameux document du Saint-Siège, édition Teki, préface Pierre-Yves Gomez, que je remercie encore infiniment. Voilà, merci à tous et au 21 septembre.